combien ça pèse l'industrie automobile dans le monde en milliards d'euros et en emploi? Alors, moi, je me suis plus préoccupé des polluants. Alors, aujourd'hui, le nombre de véhicules, plus précisément, on a 1,1 milliard de voitures dans le monde. Bon, avec une durée de vie de 10-15 ans de moyenne, vous faites la division, voilà. Et après, des camions, c'est 350 millions, des deux roues, c'est un demi-milliard. Donc ça donne un marché qui est en dizaines de millions de véhicules vendus. Après, en emploi, je ne saurais pas vous dire combien de pourcents exactement. Mais la question, quelle est votre question sous-jacente? C'est en gros, est-ce que cette pollution est justifiée par le fait que ce sont des emplois? Peut-être c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Mais, raisonnons un peu comme un politicien. Mais la question, alors, de mon point de vue, on a un souci sur les transports qui n'est pas tant la nature même de ces transports-là, c'est-à-dire finalement qu'une voiture, on va dire à la limite très confortable, puissante, c'est assez fascinant et on va dire c'est génial. Un avion, pareil. Enfin, tous ces moyens de transport, pris individuellement, sont quand même assez extraordinaires. Et même individuellement, ils ne polluent finalement pas tant que ça. Si vous aviez que quelques voitures dans Paris, comme par exemple, on parlait du tournant du XXe siècle, donc 1899, là vous aviez énormément de chevaux dans la ville, du crottin partout, des épidémies de fièvre typhoïde. Quand les premières voitures sont arrivées, même si tout le monde voyait qu'elles fumaient, ça a été vécu comme une bénédiction, à la fois une bénédiction vis-à-vis de la pollution locale par les excréments et les animaux morts, les chevaux, et aussi une bénédiction parce que pour nourrir toutes ces bêtes, ça mobilisait énormément de pâturage. Donc en fait, il y avait une concurrence alimentaire en fait. Okay, donc finalement, ces voitures étaient peu nombreuses, même si à l'époque, vous aviez des médecins qui commençaient déjà, et des chimistes, à se dire, bon, il n'y en a pas trop, ça va. Mais si ça se multiplie beaucoup, on va avoir un gros souci de pollution. Et ça, vous avez plein d'articles au début des années 1900, tout début. Bon. Et donc, ce que je vous disais, c'est que voilà, individuellement, ces transports, finalement, ils ne polluent pas tant que ça. Le problème qu'on a, c'est un problème de nombre. C'est un problème quantitatif. Il faut l'interdire? Donc, non, moi l'interdire, je ne vois pas l'intérêt. En revanche, notre problème, c'est un problème d'hégémonie. On a beaucoup trop aujourd'hui, même si elles ne polluent individuellement, peut-être plus tant que ça, on a beaucoup trop de véhicules, c'est voitures, avions en circulation. Si on décidait par exemple de bloquer le parc, c'est-à-dire de décider, voilà, il y a 1 milliard de voitures dans le monde, admettons 1 milliard, il y a 30 000 avions de ligne, tant de bateaux de telle capacité, de paquebots, on dire voilà, on va bloquer le parc. Bloquer le parc, c'est bien ce qu'on a fait en créant par exemple les cadastres. Dans le domaine du logement. C'est ce que font les Chinois avec la plaque d'immatriculation gagnée. Pas tout à fait. Les Chinois, ce qu'ils font eux, c'est qu'ils ont plafonné le nombre supplémentaire mensuel. Attention, ce n'est pas le nombre dans la ville, ils ont plafonné l'augmentation. En gros, au lieu qu'elle soit exponentielle, ils la font linéaire. Voilà. Non, c'est plafonné comme par exemple dans une ville, vous dites, voilà, des taxis, par exemple, il y en a un nombre constant, et si vous voulez être taxi, il faut que vous achetiez une licence à quelqu'un qui part à la retraite. Donc là, on crée l'équivalent des cadastres pour les transports motorisés, c'est-à-dire de décider que si un transport neuf est acheté par quelqu'un, c'est qu'il y a un transport neuf de même capacité, avion, voiture, qui est mis à la casse. Et donc, ça veut dire qu'il y a finalement associé à chaque transport, le possesseur, aurait le droit de l'avoir, comme un peu le foncier pour l'habitat, donc vous auriez le foncier mobile. Bon. Ça, si on crée cette valeur, pardon ? On ne peut plus faire ça. Pourquoi ? Napoléon l'a fait. Enfin, la création des cadastres à l'époque. Ça fait 50 ans qu'on vend aux gens que la maison de campagne individuelle, la voiture individuelle, ils ne vont jamais vouloir revenir en arrière. Je reviens sur les emplois. On revient là. Je peux répondre à votre question sur les emplois. Si on disait on stabilise le parc, à ce moment-là, ça veut dire qu'en gros, je simplifie, mais on effondre par deux la production neuve. C'est-à-dire que la production neuve, elle sert à la fois, sur les avions, elle sert à la fois à substituer des véhicules vraiment, admettons, HS, et aussi à augmenter le parc. Bon. Si on se dit le parc est stable, on va continuer à vendre des voitures neuves, en fabriquer, pas de problème, mais par contre, grosso modo, je simplifie 2 fois moins. Donc vous allez me dire, casse sociale énorme. Alors, casse sociale, en termes de conception, je vais vous dire pas forcément, parce qu'en termes de conception, il y aura besoin, si on prend d'autres mesures très strictes sur la pollution, je pense que les ingénieurs, les techniciens de conception, ils ont du boulot pour améliorer, voilà, en conception, pas forcément, en production. Super qualifiés. Voilà. Par contre, oui, non mais même, en conception, vous n'avez pas que des ingénieurs. Hein. Bon. Ensuite, il faut faire des prototypes, etc., faire des essais. Donc, ce que je disais, c'est que Alors, par contre, vous avez donc une casse sociale de moitié, en gros, de la production neuve, sous-traitants, fournisseurs inclus. Mais en revanche, il y a des gisements d'emploi énormes, notamment dans l'automobile.
Dans le bâtiment, je reviens sur le cas du bâtiment, il y a des parallèles intéressants à faire. Dans le cas du bâtiment, vous avez combien de grosses catégories de métiers? Vous en avez 3. Vous avez la construction neuve des bâtiments, vous avez la réhabilitation des bâtiments, c'est-à-dire vraiment réhabilitation lourde, et juste l'entretien. Ça fait 3 types de métiers. Dans l'automobile, étrangement, dans les pays occidentaux, vous n'avez que 2 métiers. Vous avez la production neuve et l'entretien. C'est-à-dire si vous allez au garage et vous dites bon, mon moteur il est vieillissant, polluant, machin, vous allez voir votre maître d'œuvre, votre architecte, ma chaudière est foutue, il faut la changer. Votre maître d'œuvre ou votre plombier, il va dire bon, on va acheter une nouvelle chaudière, la vôtre elle a 15 ans, 20 ans, il faut la changer. Il y a les nouvelles chaudières économes, etc. On va vous la changer. Éventuellement, le circuit chauffage, on va un peu le reprendre, mais on ne vous demande pas de raser votre maison. Alors que vous allez chez votre garagiste, vous dites la même chose, il va vous dire ah ben non, la voiture, c'est poubelle. Ah, il y a la nouvelle voiture neuve, là, celle-là, là, elle ne pollue pas trop. Mais vous vous dites mais moi, c'est que le moteur, mon châssis, il est en super état. Je l'ai bien entretenu et tout ça. Donc là, vous avez le marché de la réhabilitation qui est un gisement d'emploi colossal. En Europe, quand je dis en Europe, c'est États-Unis. Europe, c'est en fait les plaques réglementaires dans lesquelles, en revanche, ce marché-là, dans les pays en développement, en revanche, lui, il est hyper développé. Mais par contre, c'est la foire d'empoigne. C'est-à-dire, vous allez dans un pays en développement, des fois, je vous mets au défi de trouver la marque d'une voiture. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un logo devant qui n'est pas forcément le même que derrière. Vous ouvrez le moteur, c'est presque un moteur de bateau. Enfin, voilà. Donc du coup, le train arrière, le train avant, c'est pas voilà, parce qu'en fait, ça bricole. Alors, ça crée beaucoup d'emplois de réhabilitation. Ça crée beaucoup de pollution. Voilà, ça crée beaucoup de pollution parce que du coup, il n'y a aucune réglementation. Donc en fait, on a la possibilité dans les marchés États-Unis, européens, etc., de créer un marché de la réhabilitation qui soit suffisamment encadré pour justement gérer cette pollution. Et là, ça serait un vivier d'emploi colossal. Parce qu'aujourd'hui, une voiture neuve, vous n'imaginez pas le niveau d'automatisation qu'il y a, qui fait que du coup, en fait, pour une voiture neuve, et c'est ultra performant. C'est-à-dire, en gros, changer le moteur dans le système d'aujourd'hui de votre voiture, ça va vous coûter plus cher qu'une voiture neuve. Effectivement, parce que ce n'est pas organisé pour ça. Mais si c'était un minimum organisé industriellement, réhabiliter une voiture, si les constructeurs s'occupaient de prendre un petit moteur moderne en remplacement sur des châssis anciens de voitures qui ont été diffusés à des centaines de milliers d'exemplaires. Je vais vous poser une question très conne. Et là, il y a du boulot. Je vais vous poser une question très conne. Voilà. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? Moi, je dirais parce que c'est plus simple. Parce que c'est plus simple. Plus. Non, rapporte, je ne sais pas. L'obsolescence contrôlée. Je ne sais pas si ça rapporte plus. Est-ce que ça vous parle, l'obsolescence contrôlée? Oui, bien sûr. Mais est-ce que la bagnole n'est pas passée en mode obsolescence programmée? Alors, je vais vous en reparler. Le truc, c'est que dans la réhabilitation du bâtiment, vous avez des entreprises qui sont spécialisées dans la réhabilitation, qui gagnent très bien leur vie. Peut-être même, à la limite, mieux que dans le neuf. Donc en fait, finalement, le marché de la réhabilitation dans l'automobile, s'il était organisé sérieusement, pourrait très bien être générateur de marge. Le tout, c'est qu'on est dans un système dans lequel, en fait, il n'existe pas. Donc je pense que c'est plutôt par habituation, par simplification, le fait de se dire, bon, il y a les garages qui font l'entretien et les usines qui fabriquent des voitures neuves. Ça serait une remise en question colossale et des investissements très gros si les constructeurs se mettaient dans les grandes villes à créer des garages spécialisés dans la réhabilitation, par exemple des moteurs et lignes d'échappement. Pour en revenir à votre remarque sur l'obsolescence programmée. C'est intéressant parce que ce débat de l'obsolescence automobile, il date des années 20 en fait. Donc je vous ai dit que Ford, c'était le dieu vivant de l'industrie donc en 1920. Et lui en fait, sa Ford T qui était son modèle emblématique le plus vendu, pour lui la Ford T, il faisait de la réclame et c'était de la réclame sur le fait qu'il était solide, qu'il était endurant. Et on avait en face General Motors qui, lui, n'avait que quelques pourcents de parts de marché et n'arrivait pas à suivre Ford techniquement. Et là, General Motors s'est dit, je vais lancer 2 choses pour me battre contre Ford. Je ne vais plus me battre sur le terrain de la solidité, etc. Je suis en retard, j'y arrive pas. Je vais me battre sur 2 terrains, le crédit, donc ça c'est autre chose. Mais je vais me dire que je vais axer ma communication sur le style et le message. Et en l'espace de 10 ans, 1920, Ford, qui avait 3/4 du marché, General Motors a pris la moitié du marché américain en l'espace de 10 ans, simplement en faisant de la publicité, en disant voilà, l'homme à la mode, il a telle voiture qui a tel style. Et du coup, en commençant à renouveler les gammes. Et c'est ça. Et Ford ne voulait pas se lancer là-dedans. Lui, il était plus puritain finalement. Pragmatique. Plus pragmatique, plus peut-être proche de ses clients, je pense. Et donc finalement, on a le début de la voiture qui est devenue finalement un objet de mode. Et dans les années 50, la voiture américaine moyenne, est-ce que vous avez une idée neuve? En moyenne, au bout de combien de temps elle était revendue par le client? C'était 27 mois.
extraordinaire. Au bout de 2 ans et quelques, toutes les voitures neuves étaient revendues, enfin en moyenne. Et donc à l'époque, les dirigeants de General Motors visaient un an, en fait, en gros. Leur cible, c'était de faire changer les gens Et donc, ils renouvelaient tous les ans un peu le style, vous savez, avec un petit peu plus exubérant sur certaines lignes stylistiques, etc., pour démoder finalement et créer une obsolescence programmée. Alors, programmer dans la tête des gens l'obsolescence. L'obsolescence programmée, je dirais le summum qui n'a quand même heureusement pas été décidé au moment du New Deal, au début des années 30, il y avait Bernard London, qui était un courtier américain, qui avait, pour sortir de la récession, donc après la crise de 29, qui avait proposé finalement au système industriel, enfin aux dirigeants politiques, au président des États-Unis, de constituer une date de péremption pour la totalité des objets industriels, jusqu'à la maison, en passant par les voitures. Une date de péremption, c'est-à-dire vous achetez un produit, il y a une date. Par exemple, pour les automobiles, il proposait 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous étiez tenu, alors les chaussures c'était, je ne sais plus, 12 mois, les vêtements, les maisons c'était 25 ans, il avait proposé une liste de durée. Et donc, si jamais vous conserviez l'objet un peu plus longtemps, mais vous étiez taxé de mauvais citoyens, c'est-à-dire finalement parce que vous ne faisiez pas tourner l'industrie, et donc il proposait qu'il y ait des amendes pour les gens qui ne ramenaient pas au magasin qui leur avait vendu l'objet, l'objet avant la date fatidique, et s'il le gardait un peu trop longtemps, et il le ramenait, est destiné à la poubelle, pas du tout à être revendu, à être détruit. Ils sont forts. Hein. Et donc Bernard London avait proposé ça. Heureusement, il n'a pas proposé ça pour les politiciens. Ah, c'était que pour les objets, mais d'objets de toute taille, pour la totalité de l'industrie, pour garantir finalement un niveau de production. Ça n'a pas été retenu, le New Deal est passé par autre chose, politique des grands travaux. Mais finalement, c'est la mode qui s'est chargée finalement d'accélérer l'obsolescence des produits.